à réfléchir sur ces questions. Alors, j'ai mis deux photos pour vous, pour commencer. Une photo qui est la synagogue de Novi Sad, où on a été en famille il y a moins d'un an. En fait, c'était un de nos derniers voyages, en fait, juste avant pendant les vacances du premier. On était parti en ex-Yougoslavie donc avant qu'il y ait le Covid. Et j'aurais par ailleurs bien plus préféré être avec vous en direct parce que comme enseignant, c'est beaucoup plus agréable de pouvoir voir et de voir votre regard et de participer. Ça permet de… Je vais essayer d'être court dans ma présentation et de la faire en environ 20 minutes, une demi-heure. Comme ça, vous pourrez poser des questions. Je vois qu'il y a aussi Sanin, qui est un ami qui est originaire de Bosnie, qui pourra intervenir s'il y a des questions. L'autre photo est une photo d'Albert Kahn. Je vais utiliser une autre photo d'Albert Kahn, qui est un fonds qui existe en France de photos du monde entier. Albert Kahn était un banquier qui était d'origine juive alsacienne et qui avait décidé de faire un fonds, peut-être certains d'entre vous savent, dans le monde entier, ça s'appelle les Archives de la planète, de photos qui sont parmi les premières photos en couleur, comme vous pouvez voir un peu là sur la photo de droite. C'est la synagogue de Sarajevo, on voit ici. Ce sont des photos de 1912, donc vraiment de l'autochrome. C'est très intéressant comme technique et une grande partie des photos ont été mises en ligne par ma compagne Stéphanie Mailleux. Et donc, vous pouvez les consulter, elles sont magnifiques. Il y a aussi des photos de Ypres et après la Première Guerre mondiale, de la destruction. Donc, il y a pas mal de photos en Belgique aussi. C'est un fonds de 70 000 photos, donc c'est vraiment très intéressant à regarder. Alors, en fait, je ne suis pas un spécialiste des communautés juives en ex-Yougoslavie et j'ai décidé de faire cette conférence plutôt pour expliquer la position à la fois des intellectuels et d'une partie de la communauté en ex-Yougoslavie, mais aussi en France, puisque je suis français. Et donc, et comme j'ai été moi-même très impliqué et très engagé dans les mobilisations qui ont eu lieu au début des années 90 sur la guerre en ex-Yougoslavie, je me suis dit que c'était intéressant de poser une question aujourd'hui et de se demander est-ce que, étant donné l'histoire et la connaissance et la mémoire de l'Holocauste, de la Shoah, est-ce que à la fois les Juifs en ex-Yougoslavie et en France, où je vivais quand a commencé la guerre, puisque moi, mes deux parents, je vais y venir dans un instant, sont d'origine serbe, est-ce qu'ils ont finalement quelque chose à dire? Est-ce que la communauté juive et les intellectuels avaient quelque chose de particulier, une sensibilité particulière par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre en ex-Yougoslavie, et notamment par rapport, puisque vous savez, le génocide à Srebrenica a été qualifié de génocide par la Cour, le TPY. On en reviendra si vous avez des questions dessus, pourquoi et comment. Donc, pour les crimes de guerre, pour les crimes contre l'humanité et pour la désignation de génocide, puisque c'est la première fois qu'un de ces crimes a été, disons, désigné de génocide depuis la Seconde Guerre mondiale, est-ce que les intellectuels avaient une position particulière? Et je vais essayer d'en parler. Bien évidemment, je vais parler des communautés juives de l'ex-Yougoslavie, mais je vais essayer d'insister sur comment elles ont été au moment de la guerre, parce que je pense que c'est plus politique et c'est intéressant, je pense, dans le contexte actuel de ce qu'on vit aujourd'hui, de revenir sur ces événements qui ont pratiquement 30 ans maintenant, puisque la guerre a commencé en 91. Étant donné que moi, mais je vais vous raconter un peu mon histoire particulière, personnelle, comme ça sera, je pense, plus simple de comprendre pourquoi je fais cette conférence. Donc, moi, j'ai grandi à Paris. Mes deux parents sont nés à Belgrade et sont originaires du côté de mon père, de familles qui sont venues à la fin du 19e, courant du 19e pour certains, d'Autriche-Hongrie, à la fois de Hongrie et d'Autriche, mais du temps de l'Empire austro-hongrois. Ils se sont installés parce que mon arrière-grand-père était vendeur de tissus à Belgrade. Il est venu vendre des tissus en fait, à Belgrade. Il a ouvert un grand magasin de tissus. Par rapport à d'autres familles, je vous mettrai des liens qui racontent leur histoire à la fois en Croatie, en Bosnie, en Serbie. Dans ma famille, la transmission de l'héritage s'est faite
par ma grand-mère, Julia Klopfer-Marié-Neumann, qui a sorti plusieurs livres où elle raconte en fait l'histoire de la famille et notamment, puisqu'il y a très très peu de familles juives d'ex-Yougoslavie qui ont survécu, comment eux ont pu échapper à la Shoah et comment ils ont pu partir en Suisse. Une grande partie de ma famille est restée en Suisse après la Seconde Guerre mondiale, sauf mon grand-père qui était architecte et qui a décidé en 1946 de revenir en Yougoslavie parce que sa ville, Belgrade, était détruite et donc il voulait reconstruire. Et donc, c'était difficile pour lui. Je reviendrai tout à l'heure peut-être là-dessus, mais disons, c'était un grand architecte. Il a contribué à la construction de l'ambassade de France à Belgrade. Il avait fait ses études parce qu'il a fini ses études d'architecture à Paris. Il était très lié à la France aussi. Il a construit une partie de la Banque nationale serbe, aujourd'hui, Banque nationale yougoslave avant. Et il a été une des personnes qui a fait le projet de la construction de ce qu'on appelle le nouveau Belgrade, Josip Neumann. Alors, pour ma part, je vais commencer peut-être à l'envers, c'est-à-dire que je vais commencer à vous parler de mon engagement et de ce qui s'est passé en France quand la guerre a commencé. Et puis après, on va aller en ex-Yougoslavie ensemble pour voir un peu comment étaient les communautés, quels étaient les engagements, quelles sont les personnalités aussi, les acteurs de la communauté juive et comment ils se sont engagés durant la guerre. Donc, la première chose, je ne sais pas si ça ne descend pas. Je vais essayer de faire descendre les slides. Je ne sais pas s'ils descendent pour vous. Mais... Excusez-moi, je n'arrive pas à les faire descendre, mais je vais y arriver. Est-ce que ça descend là? Non? Je suis toujours sur la première slide. Non, c'est bon. Oui, c'est bon, ça descend, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, la première chose dont je voulais parler, c'était la situation des Juifs, des intellectuels juifs en France, parce qu'il y a eu un très grand engagement, comme en Belgique d'ailleurs, au début de la guerre, à travers plusieurs comités. D'abord, le comité Vukovar-Sarajevo, qui a été organisé autour de la revue Esprit, et dans lequel on a retrouvé Finkielkraut, mais aussi, surtout peut-être Véronique Nangrab, qui est la fille d'Edgar Morin. Et elle, particulièrement, Edgar Morin est originaire de Thessalonique. Et donc, elle a été très engagée depuis le début. Elle a été dans la liste aussi dans laquelle j'étais, l'Europe commence à Sarajevo, qui était dirigée par Léon Schwarzenberg, et dans laquelle on trouve à la fois des intellectuels, mais aussi des citoyens qui se présentaient comme citoyens, comme Luc Boltanski, mais de nombreux intellectuels serbes. Je viendrai dans un instant là-dessus, mais je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ils ont été tellement engagés à cette époque-là, pourquoi cette liste a eu beaucoup d'importance à cette période-là, en plein milieu de la guerre en Bosnie, et pourquoi il y a eu un engagement à la fois d'intellectuels, mais de citoyens aussi. Les citoyens se sont retrouvés autour de comités, qui se sont appelés les comités contre la purification ethnique. Il y en a eu plus de 100 en France, mais également très actifs en Belgique autour d'une association qui s'est appelée Cause Commune, que vous connaissez, et autour d'actions en particulier au travers de l'association Sarajevo, dans laquelle Maurice Lazare, qui est aussi un juif originaire de Pologne par son père et de Roumanie par sa mère, ont été, et duquel j'étais très très proche et qui m'a beaucoup appris en fait sur une compréhension intellectuelle et politique de la guerre. J'y reviendrai dans un instant. Moi-même, j'ai été président de la coordination étudiante contre la purification ethnique dans cette période-là, qui regrouperait énormément d'étudiants. Et on a invité à cette époque-là Marek Edelman, il y a aussi Roy Gutmann qui est venu, etc. Beaucoup d'intellectuels juifs et de personnages très importants sont intervenus en France, mais aussi en Europe, à cette époque-là, dans plusieurs pays, sur la question de la guerre en ex-Yougoslavie. Et donc, je vais essayer, ce qui n'est pas facile, de comprendre quelles ont été, et quelles sont toujours, parce qu'il y a toujours un engagement fort et des liens forts avec l'ex-Yougoslavie, à cette époque-là, leur mobilisation et pourquoi ils ont été mobilisés contre la guerre. Ce
que je voulais souligner également, c'est que Glucksmann a été très, très actif et son fils, Raphaël, a aujourd'hui encore un engagement fort par rapport aux Balkans, mais pas uniquement. Vous savez qu'il a été engagé sur les questions, il connaissait très bien la situation en Tchétchénie pour son papa et pour lui sur le Rwanda. Alors, si je suis parti par là, c'est aussi pour expliquer ma position qui a été celle d'un engagement personnel. Ça permet de comprendre un peu À cette époque-là, j'étais un étudiant juste en économie et en philosophie. Et ça permet aussi de voir comment on en parlait, c'est-à-dire dans les milieux engagés, mobilisés contre la guerre, qu'est-ce qui faisait, quelles étaient les discussions. Alors, il y avait des discussions de plusieurs ordres qu'on va retrouver en fait parallèlement, je dirais, en ex-Yougoslavie, dans les milieux engagés contre la guerre. La première discussion qui était très importante et qui a essayé d'être établie, à la fois en France, mais je l'ai retrouvée aussi en allant très tôt en Belgique pour rencontrer des étudiants de la VUB, de la KUL, de l'ULB et de Leuven. C'était de Louvain, pardon, c'était de se dire, en fait, on nous présente cette guerre comme une guerre ethnique, donc, selon les origines. Qu'est-ce qu'il y a de politique, en fait? Et donc, la discussion, pour moi, et pour beaucoup d'intellectuels engagés, ça a été de dire il n'y a pas de déterminisme culturel ou ethnique, c'est plutôt on a affaire à un conflit politique avec un enjeu de contrôle du pouvoir et il faut essayer de comprendre en quoi cette guerre est politique et quels sont les enjeux politiques de la guerre. Pourquoi ça a été important? Très probablement parce que chez les intellectuels, ça a été le fait de se dire, bon, on ne veut pas à nouveau être enfermé dans des déterminismes de désignation de groupe. Hein? Et deuxièmement, on a envie de comprendre politiquement ce qui est en jeu dans cette... Je vous rappelle, le contexte de cette guerre, c'est juste après la chute du mur. Donc, il y a un grand débat sur qu'est-ce que vont être des régimes ex-communistes avec un culte plus ou moins important, quand même, du temps de Tito, des éléments de transformation importants. Comment est-ce que, dans ce cadre-là, on peut essayer de réfléchir l'Europe de manière à ne pas l'enfermer dans des catégories déterministes culturelles, je veux dire. C'était un des grands débats, c'est-à-dire ne pas enfermer les gens, les Serbes sont comme ça, sont comme ci, les Croates ainsi, les Bosniaques ainsi, Bosniaques ou quoi que ce soit. D'accord? C'était le fait d'essayer d'échapper. Et c'était le message qui était aussi envoyé par les gens de Sarajevo. C'était de nous dire, on ne veut pas d'abord être regardé par une question d'être désigné, on y viendra dans un instant, comme étant une partie d'un groupe. Et ça a été aussi l'engagement, je le présenterai tout à l'heure, d'une association juive à Sarajevo, Benevolencia, qui a agi pour aider toutes les personnes, indépendamment de leur origine, sans même leur demander d'où ils étaient. Est-ce qu'ils étaient orthodoxes, catholiques, musulmans ou juifs? C'était vraiment le fait que c'était des habitants de Sarajevo et qu'ils étaient dans une situation de siège qui nécessitait cet engagement. Et quand ces réfugiés sont sortis, il y a eu un convoi qui a permis de sortir beaucoup de réfugiés en 1994. Certains ont été accueillis en Israël, indépendamment de leur origine, et ils ont été accueillis notamment dans un film que je n'aurai pas le temps de montrer, mais je vous ai montré le lien. Je vous ai donné le lien par Yitzhak Rabin qui a accueilli une partie de ces réfugiés en Israël. Alors, ça c'est une première chose très importante à comprendre, c'est le fait d'échapper à des catégories ethniques, très souvent utilisé pour expliquer le conflit. Et pour des gens qui étaient d'origine juive en Yougoslavie, si on en venait à définir des États sur des questions ethniques, mais où était leur place? C'est-à-dire que ces États allaient être définis sur une base ethnique et ils n'auraient aucune place comme citoyens dans des États qui seraient définis uniquement sur des bases d'origine. Donc, il y aurait un État croate qui serait composé que de Croates, si vous voulez, catholiques, un État serbe qui serait de Serbes orthodoxes, etc. Donc ça a été, je pense, une des motivations et une discussion importante dans le comité. Une autre chose importante, qui est tout aussi importante, c'est que l'engagement des gens n'était pas selon leur profession, et ça a été un grand débat, notamment avec une partie des intellectuels comme BHL et d'autres, c'est de ne pas venir en tant que, je ne sais pas moi, chercheur ou quoi que ce soit, mais tout simplement en tant que citoyen, qu'il n'y ait pas d'étiquette dans l'engagement de cette période-là selon je dirais,
il n'y avait pas d'un côté les artistes, je dirais de l'autre côté des intellectuels, de l'autre côté des universitaires, de je ne sais pas quoi, mais plutôt que l'engagement soit citoyen, dans le sens aussi en dépassant des caractéristiques professionnelles. Ça, c'était important. Un autre élément, c'est que c'était très intéressant de voir qu'il y avait des générations totalement différentes, dont on était très jeunes, je veux dire, mais j'ai rencontré Marek Edelman, qui est donc 4 fois mon âge, ou pratiquement à l'époque. C'était impressionnant de voir des générations très différentes, en dehors des questions d'âge, discuter entre eux pour essayer d'essayer de transmettre. Et pour moi, bon, je suis né en 69, donc j'étais très jeune, j'avais 22 ans. Ça a été impressionnant, puisque il y a des témoins directs, comme Maurice Lazare, qui a échappé de peu à la rafle du Veldiv, j'en parlerai, et dont la femme est serbe, qui racontaient aussi ce qui se passait pendant l'occupation en France. Donc des choses il y a une transmission qui s'est effectuée au moment de la guerre, qui était possible ou impossible dans les familles. Et c'est aussi une période, donc ces années assez difficiles, hein, sous la présidence de Mitterrand. Donc il y a la coopération, collaboration avec les génocidaires rwandais, il y a l'entretien du siège de Sarajevo avec Mitterrand qui admet qu'il ne veut pas intervenir. Enfin, il y a plein de choses compliquées à cette période-là, mais c'est aussi une période où il y a le souvenir qui apparaît, et pour une partie magique. Vous avez dit de ne pas prendre notre... J'entends. C'est aussi une période du retour du souvenir, c'est-à-dire de la mémoire, pardon. Alors, avec toutes ces difficultés, je n'aurai pas le temps de... Mais la mémoire de la Shoah va revenir à cette époque-là, à peu près à la fin des années 80, début des années 90, pour plein de raisons aussi de débat générationnel. Voilà. Alors, comme deuxième point, je vais rentrer directement sur une image qui est très marquante pour moi, que j'aime beaucoup, qui vient du fonds Albert Kahn. Donc, j'ai mis volontairement la légende pour que vous puissiez vous-même voir quelle est l'ancienne légende. Dans la légende, c'est une Spagnoli, hein, une séparate de Banja Luka. Donc, Banja Luka, c'est une ville, on va voir sur la carte dans un instant, de Bosnie, de l'ouest de la Bosnie. C'est une photo qui est prise en 1912. Elle est extrêmement moderne pour moi, dans sa coiffe, dans sa pose, dans ce qu'elle représente, dans son visage même, dans son expression un peu. Elle est très posée, hein, parce qu'on devait poser, c'était des poses de plus d'une minute. Donc elle a vraiment pris une pause. Elle nous regarde, elle nous fixe, et elle nous parle donc si vous regardez, c'est Autriche-Hongrie, parce qu'à l'époque, en 1912, la Bosnie faisait partie de l'Autriche-Hongrie. C'est une mission qui a été faite par un géographe, Jean Brune, deux géographes, et Auguste Léon, et qui est financée par, je l'ai dit, hein, par Albert Kahn. Elle a été prise, vous voyez, le sujet, c'est à cause de la coiffure et du couvre-chef, hein, parce qu'il voulait des personnages avec eux, donc c'est intéressant. J'ai voulu la montrer parce c'est très particulier, l'ex-Yougoslavie, parce que je pense que c'est un des seuls pays qui, pendant plus de 500 ans, a eu à la fois en Europe des séfarades et des ashkénazes. À ma connaissance, il y a très peu d'exemples, enfin on en parlera, avec une présence aussi longue d'une communauté séfarade et ashkénaze. Moi, je viens de la communauté ashkénaze, mais je connaissais très peu avant la guerre, d'ailleurs. J'avais des amis séfarades, mais je ne connaissais pas nécessairement les traditions et la Bosnie, puisque moi, comme j'ai dit, je suis d'une famille originaire de Serbie, et où en particulier dans ma famille, la transmission et la question de la transmission n'a pas été super bien, on peut le dire, mais pas du tout. Donc, j'ai appris par moi-même, en fait, à reconstituer, en lisant certains éléments des livres de ma grand-mère, etc., mon histoire personnelle. Alors, ici, ce sont les différentes républiques et les 2 provinces autonomes. Je vais expliquer dans un instant. Donc, la Yougoslavie était composée de 6 républiques. Hein. On voit Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Macédoine et Serbie. Et puis 2 provinces autonomes qui avaient pratiquement, dans la Constitution de 74, les mêmes droits que ceux des républiques, sauf qu'elles n'avaient pas le droit à l'indépendance, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas se détacher
volontairement par référendum de la fédération. Donc la Voïvodine et le Kosovo avaient des représentants à la direction collégiale, et donc cet équilibre va fonctionner avec 8 représentants qui, à tour de rôle, dirigeaient la présidence, un peu comme nous, dans l'Union européenne, on a une rotation. C'est une société, pour certains aspects, on en viendra peut-être, et c'était des équilibres qui étaient, pour certaines choses, qui peuvent laisser même penser à la Belgique pour certaines choses, hein, parce qu'il y avait un équilibre entre différentes origines, même si la langue dominante dans tout l'espace yougoslave était le serbo-croate, qu'on parle en Croatie, en Bosnie, en Serbie, au Monténégro, en Voïvodine évidemment. Il y avait néanmoins trois langues bien différentes, hein. Le slovène qu'on peut à peu près comprendre mais qui est très différent, le macédonien qui est très différent, et l'albanais évidemment qu'on parle principalement au Kosovo, mais aussi dans certaines parties du sud de la Serbie et du Monténégro, il y a des Albanais. Quand on dit que c'est un équilibre, c'est très important ce que je viens de dire du point de vue institutionnel pour la compréhension de la guerre. Donc, dans toutes ces composantes, on a des populations mixtes, pour plein de raisons historiques. Mais on a un accord politique qui est fait, c'est-à-dire que chacune des composantes a une voix, et donc on n'est pas plus représentatif au sein de la fédération parce qu'on a une plus grande population. D'accord ? Ça, c'est important. Et cet équilibre va être rompu par Milošević en 88-89, où en fait, il prend le contrôle de la Voïvodine et du Kosovo. Et donc, la Serbie va voter pour 3 sur 8. Donc, le Monténégro va se rattacher à ce vote-là, et donc on va se retrouver à 4 voix contre 4, ce qui va bloquer les institutions yougoslaves et amener petit à petit à la dissolution, malheureusement, de la Yougoslavie. Mais il y a un coup politique qui est fait avant pour maîtriser le pouvoir, pour recentraliser en fait, par la Serbie en remplaçant les dirigeants albanais au Kosovo et en remplaçant les dirigeants en Voïvodine par des dirigeants qui étaient proches de Milošević en Serbie. Encore une fois, le contexte est un contexte où la Yougoslavie va se retrouver comme un des seuls pays où les premières élections qui arrivent en 90, notamment en Serbie, etc., laissent le Parti communiste au pouvoir, alors que dans tous les autres pays, il y a une alternance politique au moment des élections pluridémocrates, enfin avec plusieurs partis. Et si c'est le cas, c'est que les conditions des élections n'ont pas permis un choix libre, puisque, j'en parlais encore ce matin avec Sanine, et il avait raison, il y a une peur qui s'installe dans le pays à cette époque-là, une peur de la guerre. Et ce qui ressort tout le temps dans les images, dans la télévision, tout le temps, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et au lieu de penser les années 90 et le futur du pays et ce qui se passe, on se projette totalement et uniquement dans les situations, disons, les partis nationalistes investissent, surtout eux, les médias en montrant des images d'horreur de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut remonter un peu pour comprendre, on a plusieurs influences dans tous les Balkans. On a une influence grecque au sud, on a une influence albanaise assez forte. D'ailleurs, j'ai mis que les régions où les Albanais sont majoritaires, mais il y a des Albanais en Macédoine, en Monténégro et en Serbie. On a également des populations slaves, dominantes Bulgarie, Serbie, en majorité, aujourd'hui en Voïvodine aussi, en Bosnie, en Slovénie, en Croatie et en Macédoine. Et puis on a des populations latines, mais ça c'est essentiellement en Roumanie. On va avoir quelques petites communautés roumaines et roumaines en Serbie, mais elles sont minoritaires. Ensuite, on a 3 religions majoritaires, il y a d'autres, mais majoritaires, puisqu'il y a à la fois des communautés juives, j'en parlerai, et des communautés gréco-catholiques et d'autres. Mais on a 3 vraiment religions dominantes qui sont là. C'est ce qu'on appelle quelquefois le monde orthodoxe, mais disons les catholiques qui sont en Slovénie et en Croatie. Et puis une population musulmane qui va donner à confusion, puisqu'en 62, si je ne me trompe pas, donc Tito donne la nationalité musulmane, qui n'est plus là une religion, à une partie de la population en Bosnie, qui en fait après reprendra le terme bosniaque, qui est originairement le sien.
Historiquement, il y a trois grandes influences jusque 1750 qui permettent de comprendre un peu. Après, ça a bougé et avant. Vous avez l'Empire austro-hongrois, donc j'en ai parlé tout à l'heure. C'est finalement les origines, paternelles notamment. Les possessions de Venise, qui ont été très puissantes et très longtemps tout le long de la côte, pendant presque 10 siècles, très très tôt. Venise dominait l'Istrie, ce qu'on appelle le Quarner, les îles du Nord aussi, une grande partie de la Dalmatie, et puis jusqu'à Corfou, etc. Et puis, vous avez des possessions ottomanes qui ont été très présentes. Évidemment, au XVIIIe, XIXe siècle, c'est la partie décadente de l'Empire ottoman, mais c'est un empire qui a amené, quand il est arrivé donc, au XIVe siècle, notamment la fin du servage, le fait qu'il y avait l'impôt et pas le fait de travailler comme esclave disons, dans la féodalité, qui a amené des voies de communication, des ponts, énormément de tolérance aussi, puisque c'est un empire qui va protéger les minorités. Mais sur la fin, il est perçu dans l'ensemble des Balkans, à cause de son caractère décadent, comme souvent on met sur sa présence de 5 siècles tous les problèmes on va nommer de modernisme ou d'absence de développement. C'est souvent simpliste, c'est une façon de dire que les choses ne se sont pas faites dues à une domination ottomane. En réalité, c'est évidemment différent. Il y a beaucoup d'apports de la présence ottomane à cette époque-là, notamment l'administration, donc les d'impôts, les voies de communication, les ponts, etc. Alors, si on regarde la situation aujourd'hui de cette région, juste après, je vais venir plus sur la communauté juive. Tout le reste, je suis désolé, mais j'avais besoin de cadrer un peu. On a des pays qui, alors qu'ils étaient plutôt proches au moment de l'ex-Yougoslavie, aujourd'hui, en termes de PIB par habitant, c'est-à-dire de richesse, de taille, mais aussi de population, sont très diverses. Il était déjà à l'intérieur de la fédération, mais pas au niveau de... Il y a vraiment une divergence au niveau des revenus, parce qu'on a des pays comme la Croatie et la Slovénie qui ont intégré l'Union européenne, qui sont maintenant riches, à des niveaux comparables à ceux de la Belgique, un peu moins pour la Croatie, mais pour la Slovénie, c'est proche, en parité de pouvoir d'achat, évidemment corrigé par les prix. Et puis, on a des pays pauvres, comme Kosovo, la Bosnie, même la Serbie et la Macédoine du Nord. Ce sont des pays qui ont plutôt divergé. Puis, on a plein de statuts différents. Certains sont candidats, d'autres sont membres depuis 2013 pour la Croatie et 2005 pour la Slovénie. Et d'autres sont même pas du tout, pas encore candidats ou en procédure d'adhésion. Deux ex-parties ont l'euro. Moi, j'ai travaillé sur l'adoption de l'euro au Kosovo comme économiste. Au Monténégro, mais le Kosovo a aussi l'euro. Voilà. Alors, quand on regarde l'histoire juive dans les Balkans, et je vais être très rapide, je ne suis pas historien, mais la présence est longue. Elle date pour la communauté juive en Bosnie de, je l'ai dit, plus de 500 ans, donc au 15e. Quand on regarde en Serbie, c'est même plus ancien, puisque c'est du, disons, 10e siècle. Et puis, les communautés sont venues le long du Danube s'installer, comme d'autres communautés, très beaux. Il y a de nombreux ouvrages sur notamment les communautés allemandes qui sont venues s'installer aussi en Serbie et le long du Danube, et qui, si ça vous intéresse, c'est vraiment une des voies de communication importantes par laquelle sont venus, notamment dans les Balkans, les Ashkénazes principalement. Mais au Slovénie aussi, au XIIIe siècle, très tôt, on a une présence juive, mais là, ils ont été expulsés au XVe siècle par l'empereur Maximilien. Très grande présence, notamment à Maribor, qui est une ville importante dans la communauté juive en Slovénie. Et puis une présence aussi au XIIIe, XIVe déjà en Croatie, j'ai mis les principales dates, notamment en Slavonie, puisque ma grand-mère
paternelle, elle est née en Slavonie après être venue sa famille étant venue de Hongrie. Il y avait une présence assez importante en Slavonie assez tôt. Si la Slavonie, sur la carte, je pense que c'était montré, c'est cette région qui se trouve, vous voyez, Slavonia, à la frontière entre la Croatie et la Voïvodine, et qui sera d'ailleurs une des premières zones avec les bombardements à Vukovar de l'armée yougoslave, qui a détruit une très grande partie de la ville dès l'automne 91. Alors, un des personnages qui va être très marquant dans l'histoire, disons, de la Yougoslavie de Tito, c'est ce personnage sur la droite qui s'appelle Moshe Piade. Moshe Piade est un juif du mouvement des partisans de Tito. Il a eu un rôle intellectuel aussi fort. Malheureusement, il est décédé assez tôt dans les années 50. Mais il a eu ce rôle d'émancipation et de permettre aux Juifs de ne pas être désignés par l'État comme Juifs à l'intérieur de la Yougoslavie, mais que les gens puissent se désigner comme eux. C'est une histoire personnelle que je peux raconter. C'est que quand mon père est revenu avec ma tante et ma grand-mère et mon grand-père de Suisse, à l'école secondaire, on leur a fait remplir un petit carnet, un petit truc. On leur a demandé de se désigner qu'est-ce qu'ils étaient par origine. Et dans ma famille, vraiment, ça a été de très, très, très grande justesse qu'ils n'ont pas été déportés. Donc, ils avaient extrêmement peur parce qu'ils avaient passé de nuit la frontière entre l'Italie et la Suisse. Et ma tante a inscrit serbe. Et alors, la directrice de l'école a barré et a mis juive. Et ma tante est revenue, en pleurant à la maison. Et ma grand-mère a appelé Moshe Piade pour lui dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'on impose une origine alors que… Et ça a été corrigé. Et il faut expliquer que dans cette période de l'après-guerre, d'ailleurs qui est encore une période du communisme dur en Yougoslavie, en Serbie aussi, de collectivisation, on ne savait pas très bien si le régime allait être protecteur ou pas vis-à-vis de la communauté juive, et les gens avaient encore très peur en fait d'être désignés, notamment dans des écoles à cette époque-là, que la directrice vous impose une désignation de votre origine. Alors, quel est le contexte de la Seconde Guerre mondiale? Je vous explique, mais ça vous le savez probablement. J'ai repris une citation de Raoul Hilberg sur la destruction des Juifs d'Europe, et on peut dire que pour les Allemands, dès août 1942, ils estiment que, et je cite, la Serbie est le seul pays dans lequel la question juive et la question rome est résolue. Donc, Judenfrei. C'est dans Raoul Hilberg aussi, la Grèce avait à peu près le même dans son analyse. Ce sont les deux pays dans lesquels s'est passé, dont la déportation s'est passée très rapidement. Mes arrière-grands-parents dans ce qui s'appelait, j'ai une photo, cet endroit qui a été c'est un endroit qui est tel qu'il est en ce moment à Belgrade, où il n'y a pratiquement pas de plaque, pas de commémoration, qui est un ancien lieu de foire, en fait, où les gens étaient parqués avant d'être déportés vers Auschwitz. Et en fait, pour vous montrer la difficulté encore aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de commémoration et très, très, très peu de mémoire de l'État par rapport à ce qui s'est passé ici. Et les nouveaux projets, c'est de transformer ça dans un centre commercial. En Serbie, bien sûr, il y a des protestations des associations, etc., mais rien n'a été véritablement fait pour se confronter par rapport à l'histoire et à la mémoire. La difficulté essentielle vient pour moi du fait que la Serbie étant très tôt tombée dans la fin des années 80 dans un nationalisme, ultranationalisme qui est devenu militaire, toutes les questions de confrontation par rapport au passé ont été totalement effacées. C'est-à-dire que c'est pas l'État organisé finalement l'occultation de la mémoire. Alors, il y a un auteur qui avait, disons, originaire de Serbie, qui avait déjà envisagé ça, qui est malheureusement décédé juste au début de la guerre, c'est Danilo Kiš. Alors, Danilo Kiš, il a un rôle très important, c'est peut-être l'auteur le plus important
de toute la littérature ex-yougoslave moderne. D'abord parce qu'il a une littérature qui parle des camps. C'est une littérature qui parle de l'environnement concentrationnaire. C'est ce qui est un peu l'équivalent de Solzhenitsyn. On a quelquefois rapproché de ça. C'est une littérature moins, comment dirais-je, moins idéaliste, beaucoup plus pragmatique de l'histoire, beaucoup plus proche. Hein. Et il dit, une de ses citations qui est sur le nationalisme, c'est qu'il n'y a pas de valeur universelle dans le nationalisme, il n'y a pas d'esthétique. Hein. Il s'est beaucoup attaché à montrer le caractère kitsch, d'ailleurs, du nationalisme. Et il n'y a pas d'éthique. Et puis, il dit, le nationalisme, c'est une paranoïa collective et individuelle. Et elle est née de la peur et de l'envie. Et c'est surtout un nationalisme, et ça nous... Aujourd'hui, il y a eu l'investiture on a été beaucoup à regarder l'investiture de Joe Biden. Il dit, et au-dessus de tout, c'est le résultat de la perte de conscience individuelle des individus. En fait, c'est un auteur qui est essentiel, qui est originaire de Voïvodine, parce que c'est quelqu'un qui va amener la littérature ex-yougoslave à se confronter justement au danger de ce qui a été la destruction en fait, des populations roms et juives. Et lui, il le dit avec en plus le témoignage des camps, puisqu'il y a aussi eu des camps du temps du titisme au début. Ces camps étaient essentiellement organisés pour éliminer les politiques qui étaient proches de Staline et qui défendaient une évolution de la Yougoslavie proche de Staline, donc à partir de 1953, quand il y a eu la rupture. Mais c'est quelqu'un qui parle directement des blessures très profondes de la société et des sociétés yougoslaves. Alors, il y a un autre personnage moderne, vivante, de quel je suis très proche, c'est Sonja Biserko, qui est une intellectuelle de Belgrade, qui a eu un rôle extrêmement important dans la dénonciation des crimes de guerre commis. Elle et Nataša Kandić, on parle d'elle et de Nataša Kandić comme de probables prix Nobel. Parce qu'elles ont collecté un très grand nombre de témoignages sur les viols collectifs, le fait que des populations civiles ont été tuées en les désignant comme à être abattues par des unités paramilitaires durant la guerre. Et c'est elle qui a collecté une grande partie aussi des témoignages qui ont été amenés au tribunal international sur l'ex-Yougoslavie. Elle a aussi joué un rôle extrêmement important dans les mouvements anti-guerre, notamment en aidant les femmes en noir, qui est un mouvement... J'aurais pu citer certaines des femmes en noir qui sont d'origine juive, mais Sonja Biserko, c'est vraiment elle. Moi, comme originaire de Serbie, etc., je vais vous dire quelque chose, je ne savais pas qu'elle était d'origine juive, et c'est à cause des graffitis qui sont marqués près de chez elle régulièrement, antisémites à Belgrade, que j'ai appris, parce qu'elle n'en parle jamais, et son engagement pourtant est très profondément ancré dans une tradition de lutte contre le pouvoir, je dirais... oui, d'une lutte et d'une conscience contre le pouvoir nationaliste et qui a commis des crimes contre l'humanité en Serbie. Donc, elle a été extrêmement courageuse. Elle est souvent désignée comme une ennemie du peuple, à la manière de ce qu'on a vu avec Trump qui désignait certaines personnes, mais beaucoup plus violente avec des menaces de mort. Pardon, je suis passé sur... Je ne sais pas si vous voyez les images bien, ça va pour tout le monde? Une autre figure qui est très importante, c'est Philippe David. Alors, Philippe David, c'est un journaliste très engagé dans tous les médias indépendants. Aussi d'origine de Belgrade, hein, très proche de ma famille aussi. Moi, je le connais moins parce que je dirais plus... on a eu moins l'occasion de se voir qu'avec Sonja Biserko. C'est un personnage qui a... Là, on le voit au centre des médias, dans un lieu qui a beaucoup servi pour l'opposition et pour les médias indépendants. Mais
c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la presse indépendante. Et là, dans la citation, je ne vais pas tout traduire, mais il dit véritablement, en Serbie, c'est une guerre sans héros. On a juste des crimes qui ont été commis à Srebrenica, Vukovar et pendant le siège de Sarajevo. Beaucoup de criminels n'ont pas été jugés même. Et c'est-à-dire le procureur. Le procureur, très bien. Ouais, le chef a dit qu'il y avait à Belgrade autour de 300 criminels de guerre qui marchaient librement. Il n'y a pas de jugement pour un nombre de gens, donc c'est très difficile. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé sur la dénonciation des crimes qui ont été commis, très courageux aussi, et qui parle très librement et qui ne s'est jamais censuré pour critiquer le pouvoir. Ici, il y a un philosophe qui vient de Sarajevo, qui s'appelle Nenad Fischer, aussi qui a travaillé au TPY, qui s'est engagé très tôt au TPY et qui a eu un engagement fort en Bosnie, pour dénoncer les tentatives de chauvinistes et nationalistes en Bosnie. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer personnellement. C'est un personnage très, très particulier, avec un grand poète aussi qui a écrit plusieurs récits. Il est connu au tribunal pour avoir travaillé sur la presse de propagande nationaliste. C'est un de ses ouvrages. Momo Kapor, alors on discutait avec Sanine aujourd'hui aussi, c'est un peintre engagé à Belgrade, moins, disons, dans la lutte antinationaliste, mais dans une certaine vision plus naïve et nostalgique de ce qu'avait pu être la Yougoslavie. Un de ces tableaux, je vous ai mis, qui est sur le Danube. On voit le Kalemegdan et la citadelle de Belgrade. Enfin, Oskar Davić, qui est un poète essentiel de la période de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ensuite a eu un rôle important aussi politique. Je regarde quelle heure il est, j'ai parlé un certain temps, donc je vais assez vite avancer, comme ça vous pourrez me poser des questions. Il a un rôle très important dans l'idée d'une Yougoslavie plus citoyenne. Et il dit, aujourd'hui, je suis plus vieille de ce que je n'ai pas fait de ma journée. Si Sanine, si je ne me trompe pas dans la traduction, je suis plus vieille aujourd'hui de ce que j'ai laissé passer dans ma journée, de ce que je n'ai pas utilisé de la journée qui est passée. Oui, c'est bien. Alors, ça va, là, dans la traduction, c'est difficile parce que c'est un poème qui est très beau et j'ai pris juste une toute petite partie. Il y a un côté poétique aussi, alors c'est... Ouais. Oui, très bien. Vas-y, Amma, parce que j'ai eu du mal à traduire dans ma tête quand je l'ai lu plusieurs fois, mais pour moi, c'est une très belle citation du fait que le temps qui passe, on vieillit de ce qu'on n'a pas fait dans les moments où on devait les faire. Oui, c'est bien. Alors, il y a une association dont je voudrais vous parler, une association d'origine juive qui a été fondée à Sarajevo à la fin du 19e siècle. Donc, la fin du 19e siècle, c'est un moment très important dans les Balkans où on voit émerger beaucoup de la société civile, déjà, avec beaucoup d'associations d'aide. Et l'une d'entre elles, c'est Benevolencia. Donc, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis le site originel, mais je vous mettrai aussi des vidéos que vous pourrez regarder ensuite sur cette association et son rôle pendant la guerre. Ici, c'est le musée de l'histoire juive où il y a l'ancienne agada du 15e siècle, une des plus belles agadas avec les plus belles enluminures à Sarajevo. Et puis, cette association a un rôle essentiel d'aide, à la fois médicale, à la fois pour donner de la nourriture, pour aussi permettre aux gens d'être en contact, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sortis de la ville, pour essayer de faire sortir des gens de la ville parce qu'ils étaient malades, pour essayer également d'aider les gens pour aller chercher de l'eau, pour amener de l'eau aux gens, puisqu'il n'y avait plus, l'eau avait été coupée, et plein d'activités quotidiennes. Il y a deux figures importantes de cette association. Je n'aurai pas le temps de parler de tout le monde, parce qu'il y a Titsko, qui a été le cuisinier, le plus important, et Predrag Finci. Je vous mettrai aussi une vidéo et des références à la fin, vous pouvez regarder. Il a été essentiel dans l'organisation, c'est probablement lui qui a fait.
Dans cette association, les gens de toute origine intervenaient et aidaient, à la fois pour les questions de médias, d'aide, de médecine, puisqu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu plus de 10 000 morts pendant le siège de Sarajevo. Et donc, cette association est restée active pendant toute la guerre. Alors, je vais m'arrêter là pour dire deux choses pour conclure, que ici, je vous ai mis beaucoup de références. Survival in Sarajevo, ça, c'est là où vous pourrez voir ce qu'a fait cette activité. Et Central Europe, c'est une très belle structure qui recueille les témoignages de Juifs en Europe centrale et dans les Balkans. Ici, il y a une histoire sur la situation en Serbie aussi, avec Elisabeth Papo. Il y a aussi une histoire particulière non, celle-là, Three Promises, c'est en Serbie. Celle d'avant, c'est à Sarajevo. Et il y en a une autre ici pour la Croatie. Ces trois vidéos sont franchement, surtout celle qui est extraordinaire, c'est celle qui se passe à Sarajevo. En fait, pour comprendre aussi la guerre, vous avez une très belle vidéo qui est Serbian Epics, qui explique bien. Et puis, vous avez le travail du comité Helsinki, où j'ai présenté la directrice et la fondatrice du comité tout à l'heure, qui est Sonja Biserko, où vous avez toutes les vidéos. Malheureusement, elles sont en serbe. Je n'ai pas trouvé les versions sous-titrées en anglais, mais je suis impressionné par le travail qu'ils ont fait d'explication de la guerre. Et puis, il y a d'autres vidéos qui expliquent aussi bien la situation. Voilà. Enfin, je voudrais ici parler de deux personnes qui ont été très importantes pour moi dans la compréhension intellectuelle de la guerre. Ça a été Maurice Lazare, donc je vais parler un peu de Maurice ici, qu'on voit, qui a été à l'association Sarajevo, où j'ai été aussi membre et actif. Maurice Lazare est d'origine juive, j'ai dit tout à l'heure, de Pologne et de Roumanie par ses parents. Sa femme est serbe, il a été très, très souvent en Serbie. Il a été membre du Parti socialiste en France et actif, responsable des questions sur l'ex-Yougoslavie. Il a démissionné à cause de la position de Mitterrand en 92. Et puis, il a ensuite fait tout un travail de collecte d'informations et de témoignages sur la situation pendant la guerre. Là, on le voit dans son appartement du 14e à Paris. Mais c'est surtout quelqu'un qui avait une vision profondément progressiste et de compréhension politique de la guerre, justement en ne cherchant pas à enfermer les gens dans des catégories culturelles. Sa fille a fait un travail extraordinaire, notamment avec un témoignage de paysans en Serbie qui s'appelle Les Paysans en 2000, qui était acheté et qui est franchement une vidéo extraordinaire. Vous avez deux paysans que vous voyez là sur la photo. Un paysan à gauche qui était anti-Milosevic, et un paysan à droite en Serbie, qui a été, lui, pro-Milosevic, et qui discute tout en nettoyant des sarments de vignes qui vendent. Et cette vidéo est tout simplement une des plus belles vidéos d'art moderne aujourd'hui faite. Florence fait partie aussi de la communauté juive. Elle a une vision extraordinaire, étant originaire elle-même de Serbie. Voilà, ce sont deux personnes importantes. Alors, pour conclure sur cette conférence, je voulais vous dire deux idées qui m'ont porté, moi, dans mon engagement et repartir du début, notamment quand j'ai été dans cette liste « L'Europe commence à Sarajevo » en 93-94, qui s'est présentée aux élections européennes. Ça a été le fait d'avoir une vision politique de la guerre, de comprendre politiquement la guerre dans le sens où il y a des enjeux de pouvoir, où il faut essayer de comprendre les ordres qui ont été donnés, notamment dans les crimes de masse, que ce n'est pas spontané, mais c'est une organisation. Ça a été jugé au TPY ensuite. C'est essayer de ne pas enfermer les gens dans des catégories, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi comprendre la dynamique des sociétés civiles. Et là, j'ai essayé de vous donner une vision un peu de l'engagement des intellectuels juifs, qui, à mon avis, pour répondre à la question que j'avais posée au début, qui n'est pas facile, est-ce qu'il y a une vision particulière des intellectuels juifs due à leur histoire particulière, de la Shoah dans l'ex-Yougoslavie et dans la guerre qui a eu commencé en 91, donc il y a 30 ans, et qui s'est terminée au Kosovo en 99. Je dirais oui pour partie chez les intellectuels indépendants, indéniablement, et ils en parlaient régulièrement, il y avait la volonté de ne pas créer des États sur des bases ethniques et de ne pas enfermer, de ne pas marquer et de ne pas accepter le nettoyage ethnique comme étant un fait et comme étant c'est-à-dire, il y avait eu un article dans Le Monde, je pense, qui avait été fait à l'époque par Véronique Nangrap et plusieurs,
dire ne pas faire la victoire posthume d'Hitler dans les Balkans, c'est-à-dire ne pas accepter que des nettoyages massifs et des crimes contre l'humanité tracent finalement le futur de cette région. Pour ce qui est de la communauté officielle juive, une partie pendant la période Milošević a été assez alignée par peur aussi, certainement, et par conformisme, et parce que c'était compliqué. Donc je pense que les intellectuels ont eu, dans leur indépendance, un rôle différent. Et aussi bien en ex-Yougoslavie, dans les différents pays, que en ce que j'ai connu, moi, en France. Et je peux en parler plus facilement parce que je vis maintenant depuis 3 ans en Belgique, parce que je pense qu'en Belgique, on peut aborder ces questions directement sur la question d'origine. En France, c'est plus tabou, la question de l'origine. Mais encore une fois, je pense que cet engagement est remarquable, un peu comme la photo d'Albert Kahn et la volonté d'Albert Kahn. Le projet d'Albert Kahn, c'était de montrer aux gens en quoi est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de choses proches dans le monde entre les gens. Il voulait faire ces reportages et ces archives de la planète pour éviter la Première Guerre mondiale. Il avait peur dans cette période-là d'un embrasement déjà. Ça a été une force en fait de la communauté juive, je vais terminer là-dessus, dans les Balkans, ça a été de lier les gens, c'est-à-dire de faire ce lien social et de construire quotidiennement un lien entre les gens, indépendamment de leur origine, sans même demander l'origine. Et on le voit dans le travail de Benevolencia, qui a, je passerai peut-être une petite partie de la vidéo si on a le temps tout à l'heure, qui est extraordinaire dans son travail de lien entre les personnes. Je vais m'interrompre là, j'avais beaucoup de, peut-être d'autres histoires particulières et personnelles à vous raconter, mais je suis plus heureux que vous puissiez poser des questions. Alors, voilà, j'ai quand même reçu une question donc, par le chat qui disait… Je n'ai pas regardé le chat. Donc, mais ce n'est pas grave, on est là pour s'en occuper. Qui disait donc, somme toute, les gens en ex-Yougoslavie ne voulaient pas spécialement être divisés en États, en tout cas certainement pas sur base de l'appartenance ethnique. Et alors, comment voulait-il être divisé? Et alors, une autre question que je voudrais te poser, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, et j'ai été effectivement impressionné par l'action de la communauté juive de Sarajevo pendant le siège. Et donc, si tu pouvais raconter cette histoire-là, en tout cas, du siège de Sarajevo et de la communauté juive à Sarajevo. D'accord. Alors, sur la première question, c'est essentiel j'ai essayé d'en parler de la crise institutionnelle au sein de la fédération, parce que je pense que à partir du moment où les gens ont eu peur que la Yougoslavie allait disparaître parce que les institutions telles que l'armée, etc., ne protégeaient plus les individus, il y a eu un repli, effectivement, ça je ne nie pas, identitaire, mais essentiellement par peur. Et en même temps, je pense que certains étaient lucides, notamment dans la communauté juive, sur le fait que voter pour des représentants nationalistes ne protège rarement les personnes même de la communauté qui prétendent protéger. Donc la peur, et j'en parlais avec Sanine aussi ce matin, a joué un rôle très important dans cette dynamique des indépendances. Mais fondamentalement, une fois que, comme je vous ai montré tout à l'heure la carte, une fois que l'équilibre institutionnel était rompu, c'est-à-dire quand vous avez une fédération et que l'équilibre de la fédération des 8 membres ne fonctionne plus, de facto, les institutions commencent à se bloquer. Et donc, il n'y a aucune décision qui ne peut être prise, que ce soit sur le plan économique, politique. Et donc, les forces indépendantistes ont commencé à gagner à partir du moment où les institutions ne fonctionnaient pas. Il y a une autre explication qui est donnée souvent, c'est que des institutions comme l'armée, la INA, l'armée populaire, avaient principalement comme objectif non pas de défendre les gens, mais plutôt l'État, et en particulier défendre le parti communiste. Donc, elles étaient organisées sur une base de parti, plus que sur une base de citoyens et de défense des citoyens. Enfin, je pense qu'à partir des années 80, on a une crise du modèle titiste, avec la mort de Tito en 80
et de ces institutions qui avaient été créées et critiquées d'ailleurs par une partie des mouvements plus libéraux qui voulaient des institutions moins centralisées au niveau du pouvoir de Tito. Donc, il y a eu un grand débat dans la fin des années 60 pour que le pays se réforme, un peu comme on voit en Tchécoslovaquie et dans d'autres situations. À cela, Tito a donné une partie de fédéralisme, mais a renforcé son pouvoir personnel. Et donc, il n'a pas accordé en fait la possibilité au pays d'évoluer vers des formes plus démocratiques. Alors, pourquoi est-ce que les gens c'est une très bonne question, pourquoi est-ce que les gens ont voté pour des partis nationalistes immédiatement quand ils ont eu la possibilité? Mais parce que sur l'ensemble des médias, qui étaient encore les anciens médias, disons, du temps du communisme, qui étaient uniques, où il y avait encore peu de pluralité, peu de développement, les conditions des élections favorisaient les partis qui avaient des discours les plus radicaux. Ça, c'est une chose qu'il faut essayer de comprendre parce que c'est un peu ce qui peut se passer, par exemple, quand il se passait dans le Brexit ou dans d'autres situations. Si vous avez une campagne très violente et très dure, dans la manière dont elle se fait, elle favorise les partis les plus durs et les plus extrémistes. Je vous rappelle, dans le cadre du Brexit, je prenais cet exemple, il y a une membre du Parlement qui a été assassinée par des extrémistes pro-Brexit. Quand il y a un tel niveau de violence, effectivement, vous avez des résultats plutôt nationalistes, quoi. Ça a été le cas. Je pense que la violence était déjà là au moment et dans la tête des gens au moment des élections. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, c'est cette question de ce qu'a fait Benevolencia. Alors, j'ai mis un lien là-dessus. Là, on n'a pas le temps de regarder, mais ça raconte très, très bien. Benevolencia, c'est une association, et Sanine, si tu veux intervenir aussi, parce que toi, je pense que tu as rencontré Finzi. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Mais l'idée même de l'association, ça a été dans une ville assiégée pendant plus de 1000 jours, où il y a eu plus de 10 000 morts, 1000 et quelques enfants tués, etc. L'association a décidé de protéger le maximum de personnes. Elle a été très liée au milieu juif américain qui ont donné de l'argent pour ça. Et qui ont été très actifs à l'intérieur de l'association pour qu'il y ait de la nourriture qui vienne, des médicaments gratuits qui soient délivrés, des choses comme ça. Et ça a été l'association, l'une des associations les plus actives en termes de distribution et d'aide médicale et de distribution de nourriture, comme on voit sur la photo. Excusez-moi. J'ai voulu mettre leur photo exprès. Un peu plus bas, pardon. Voilà. La photo du... Titsko, c'est vraiment une légende parce qu'il a cuisiné des milliers de repas, des dizaines de milliers. Tout le temps, il était au fourneau pour nourrir le maximum de gens. Elle a été active parce que c'est aussi une partie de la vieille ville ottomane où il y a le musée. Et tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, leur principale action, ça a été de relier les gens, à la fois les gens qui étaient sortis, qui étaient dans la ville, et d'essayer de les lier indépendamment de la question de l'origine, c'est-à-dire d'essayer de sauver la ville de la tentation du déterminisme ethnique, c'est-à-dire nommer, à partir du moment où ils le savaient, où on déterminerait les gens par leur prénom, leur nom, au lieu de selon l'origine, la ville éclaterait. Un des défenseurs que j'ai beaucoup côtoyé de la ville, le général Divlja, qui était d'origine d'une famille serbe de Serbie, qui a défendu la ville de Sarajevo contre les nationalistes serbes qui la bombardaient tout le temps. Lui disait, je défends cette ville parce que c'est une ville citoyenne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais essayer de regarder le chat. Et alors, par rapport à donc la ville était assiégée, la ville était assiégée par les Serbes. Oui, en fait, quand on parle il y a deux formes de siège, enfin trois. Il y a le siège par les nationalistes serbes de Bosnie, de la Republika Srpska qu'on appellera après. Il y a des unités paramilitaires qui viennent de Serbie, souvent pour faire un week-end, de tirer sur la ville. Où il y a des images, ça, où on voit des groupes venir tirer un peu comme pour se distraire pendant le week-end et qui venaient de Serbie. Et puis malheureusement, il y a les casques bleus qui entretenaient ça dans le sens où ils ne défendaient pas les civils, mais ils ne s'interposaient pas véritablement pour protéger les populations parce qu'ils n'avaient pas d'ordre
propriété. Certains sont d'ailleurs sont devenus fous à force de voir des enfants, des femmes se faire tirer des collines. Mais eux entretenaient cet état des choses sans que la ville puisse être défendue et libérée. C'est uniquement au moment où certains casques bleus français ont été pris en otage au moment du changement politique en France, sous Chirac, qu'est intervenue la première intervention aérienne pour libérer le siège, en 95, pendant l'été 95. 95, pardon. Il n'y avait pas eu des propositions à la communauté juive de quitter la ville? Alors oui, j'en ai pas parlé, ça c'est très intéressant. Au début de la guerre, le frère d'Oscar que j'ai présenté, qui est Lonnie Davicho, qui travaillait au HCR, a organisé un convoi de sortie des populations juives. Une partie des enfants, des femmes ont décidé de sortir, mais il y a une grande partie des gens, notamment dans Benevolencia, qui ont voulu rester justement pour protéger la ville et pour aider les populations qui ne pouvaient pas sortir. Mais il y a eu un premier convoi, effectivement, des populations juives tout de suite en 92. Donc la guerre a commencé le 6 avril 92, le siège, pardon, et la guerre aussi en Bosnie, et elle s'est terminée au moment des accords de Dayton à la fin 95. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a certainement d'autres questions. Ouais. Moi, j'en profite pour quand même saluer tout le monde et je m'appelle Sanin Plak et remercier Boris pour cette belle présentation complète et bien peut-être vous dire comme témoignage personnel que je suis bruxellois adoptif depuis 15 ans. Je travaille ici comme chargé de projet européen dans un centre de recherche Tinkedu Tank européen. Donc, un Européen toujours convaincu. Je crois que ça vient un peu aussi de toutes ces identités qui se sont imbriquées dans moi depuis ma naissance. Mais pour faire ça court, je suis né à Mostar, à l'époque de l'ex-Yougoslavie, en Bosnie, qui est une ville plus au sud que Sarajevo. Pour vous faire un témoignage personnel sur la communauté juive de Mostar, eh bien, quand j'étais gosse, parce que j'ai vécu les 10 premières années de ma vie, tous les dimanches, je me rendais à un théâtre de marionnettes qui était dans le quartier dans mon quartier de naissance, c'est la vieille ville de Mostar, qui à l'origine était une synagogue. Et c'est d'après mes connaissances, on le savait, les gosses, que c'était une synagogue, mais que c'était un théâtre de marionnettes où on allait. J'ai appris après coup que la communauté juive de Mostar, en signe de reconnaissance pour toutes les personnes qui ont pu être sauvées pendant la Deuxième Guerre mondiale, la communauté juive de Mostar avait fait don à la ville de Mostar de la synagogue dont ils n'avaient pas le moyen de reconstruire. Mais à unique fin que ce soit un théâtre de marionnettes. Et voilà, c'était mon souvenir d'enfance à Mostar, les 10 premières années de ma vie. À Sarajevo, je me suis retrouvé là, j'ai vécu 7 ans et j'ai passé 6 premiers mois du siège à Sarajevo. Et alors, j'ai été évacué pour des raisons médicales en France en octobre 92. Et j'y ai vécu pendant 13 ans. J'ai été même naturalisé français entre-temps, donc à toutes mes identités yougoslaves, c'est aussi, c'est attaché aussi l'attachement à la France. Et depuis, je suis un peu bruxellois aussi, parce que ça fait 15 ans que je vis ici. L'Europe, c'est là où je me reconnais encore avec toutes les crises que l'Europe elle traverse, mais moi j'y crois encore. Et c'était pour vous dire quand même un petit peu qui je suis, tout d'abord. Et Boris, je le connais parce que c'était mon enseignant à l'Université de Paris, mais nous nous connaissions depuis plus longtemps. Et alors, moi, je n'avais pas eu l'occasion vraiment parmi les camarades de mon enfance, d'en connaître, ou en tout cas, on n'était pas vraiment éduqués dans les villes en Bosnie-Herzégovine à vraiment savoir qui est de quelle origine.
Donc, je ne pouvais pas trop savoir qui est de quelle religion. D'autant plus qu'il n'y avait pas vraiment une typologie dont on arriverait à savoir qui est catholique ou musulman ou bien juif ou orthodoxe. Alors, ça ne nous aidait pas trop à arriver à dire il est ci ou il est ça. Bon, après, on grandit et on apprend aussi qu'un prénom, eh bien, ça permet de savoir qui est quoi. Et encore, il y avait toute une partie des populations yougoslaves qui utilisaient les prénoms qui sont devenus de fait un peu trans-religieux, trans-communautaires, et que personne ne se gênait vraiment à les utiliser. Pas seulement des chrétiens, mais aussi, quand je dis chrétiens, catholiques ou orthodoxes, juifs ou musulmans. Alors, voilà, grandir dans ce monde-là, évidemment, ça nous façonne. Bon, enfin, en tout cas, moi, je vous parle de témoignages de quelqu'un qui a vécu dans les villes. Et il faut savoir que cette mixité, elle existait dans les grandes villes de Bosnie-Herzégovine plus qu'à la campagne. Les campagnes étaient plus monocommunautaires. Un village catholique, un village orthodoxe, un village musulman. En tout cas, c'était à majorité écrasante. Mais c'était quand même une mosaïque. Il n'y avait pas une continuité territoriale, c'était un patchwork communautaire. Et qui, voilà, au moment de cette crise que Boris a très bien dit pour moi, la peur qui a été générée par les premières élections et l'avenir du pays, crise institutionnelle, eh bien, on n'en voyait pas vraiment la solution. Et malheureusement, ça a fini de la façon la pire possible par des guerres fratricides. Et ben voilà, c'était un peu pour partager ça aussi avec vous, mais pour vous dire aussi, voilà, comme je ne suis pas spécialiste de l'histoire des communautés juives, je peux vous dire que c'est quelque chose qui fait quand même partie de moi depuis ma plus petite enfance. Cette synagogue que je savais était synagogue, ce cimetière juif que je voyais à Mostar, qui existait depuis longtemps, puis à Sarajevo, ce grand cimetière juif, cette synagogue qui était tout près du bureau de ma mère où que je me rendais après l'école pour lui rendre visite. Voilà, ça faisait partie de moi. Voilà. En tout cas, merci, c'est un magnifique témoignage, vraiment un grand merci, c'est très émouvant. Très émouvant. Il y a pas de, oui, il y a beaucoup de communautés dont je n'ai pas parlé. Hein. Il y a une communauté allemande en Voïvodine qui existait, hongroise bien sûr, très importante. Il y a des communautés même ukrainiennes en Voïvodine. Il y a des communautés, et j'en oublie, hein, roumaines et roumaines aussi en Serbie. Il y a des communautés, une petite communauté turque, hein, à ma connaissance, en Macédoine. Il y a aussi des Bosniaques en Serbie, hein, dans le Sandjak, dans la partie frontalière avec le Monténégro. Il y a des communautés italiennes très anciennes qui sont restées dans le nord de la Croatie et sur la côte. Pardon, sur la côte. Et d'autres, hein, très rapidement, ça serait long. Donc, c'est un patchwork de communautés qui reste aujourd'hui très, très différent. Et la question de l'appartenance était une question privée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas forcément quelque chose dont on débattait de manière publique. Mais évidemment, une des crises qui est venue en Yougoslavie, c'est que toutes les communautés n'étaient pas équivalentes. Autant on pouvait parler d'une origine serbe assez librement, publiquement, autant, je ne sais pas moi, la question notamment de la minorité albanaise n'était pas facile et restait très compliquée d'ailleurs encore aujourd'hui, puisqu'ils étaient considérés comme des citoyens de deuxième catégorie. Pardon. Donc, voilà. Mais ces questions restaient la plupart du temps, comme Sanine l'a dit, des questions privées et n'étaient pas de l'ordre de la discussion publique. Oui. C'est un peu la conception laïque, si vous voulez, qu'on a nous, hein, en disant rapidement. C'est-à-dire qu'on a des origines personnelles, pour autant, on ne veut pas que ces origines déterminent la vie collective dans le… Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense qu'on le partage largement. Et ce système fonctionne à partir du moment où l'État le garantit aussi. C'est-à-dire à partir du moment où l'État central prend des positions aussi plus dures et plus radicales et plus nationalistes, ça peut très vite voler en éclats. Oui.
J'entends plus, Luc, on ne t'entend pas. Pardon. Philippe demande, et les Roms? Y a-t-il plusieurs tribus différentes de tziganes, de Roms? Alors, les Roms sont principalement, là aussi Stanley, corrige-moi, mais en Bosnie, en Serbie, un peu en Macédoine et au Kosovo. Ce sont les zones plutôt à l'est de l'ex-Yougoslavie où il y a des communautés roms. Les Roms se définissent souvent par leur statut social, c'est-à-dire les différents métiers qu'ils vont faire. Donc, il y a des Roms de musiciens qui sont plutôt l'élite et pas forcément par... Alors, quelquefois après, quand évidemment il y a une sédentarisation au cours du XXe siècle, et donc les Roms de Sarajevo qui habitaient un quartier très connu, puisque vous savez, Emir Kusturica vivait dans ce quartier de Sarajevo composé de Roms, et il a utilisé une partie de la culture, on dit même qu'il a volé une partie de la culture, il s'est approprié une partie de la culture rom pour ses films, sans toujours le dire. Ils sont des Roms de Sarajevo. Les Roms qu'on trouve en Serbie, qui ont, dans ma connaissance, sont plus ruraux, la plupart du temps. Il y a aussi dans les villes des communautés roms, mais il y a beaucoup de communautés plus rurales roms et plus pauvres, du coup. Mais je ne pense pas qu'ils se différencient par rapport aux différentes parties où ils habitent. Ce que je veux dire, c'est que dans les recensements qu'il y a eu, c'est très intéressant, les Roms se désignent toujours selon la partie de l'ex-Yougoslavie où ils vivaient. Donc, s'ils vivaient en Serbie, ils vont s'appeler eux-mêmes Serbes. Ils ne vont jamais dire dans le recensement qu'ils sont Roms. Comme ils étaient discriminés selon leur appartenance, ils évitaient. Et c'est souvent la personne qui fait le recensement qui change. C'est-à-dire qu'il va barrer parce qu'eux ne déclareront pas qu'ils sont Roms. Et donc, ils barrent et ils remplacent Rome parce que, et quand on leur demande, puisque j'ai pu demander à des gens de l'Institut de statistique en Serbie, ils disent ça se voit. Pour les Roms, c'est les seuls dont on voit, puisque à la fois par la pauvreté, la plupart du temps, l'habitat, le fait qu'ils n'ont pas accès à l'eau, le fait que les médecins ne veulent pas les soigner, souvent, parce que j'ai pu les approcher pour un rapport que j'ai fait sur la situation de la santé en Serbie. Enfin, c'est visible qu'ils sont complètement abandonnés dans certains pays. Et donc, oui, ça c'est une question intéressante. L'autodétermination dans le recensement, c'était un débat important puisqu'à un moment, les gens ne voulaient pas s'autodéterminer. Certains ont décidé de s'appeler Esquimaux ou je ne sais plus, il y avait des gens qui se nommaient selon des appartenances loufoques pour éviter l'autodétermination en Yougoslavie. Mais les Roms, c'est très intéressant parce que dans la plupart des cas, 80-90%, ne se désignaient pas comme Roms dans les enquêtes, eux-mêmes. Alors, pour répondre à la question de Philippe, il existe un qui est malheureusement décédé récemment, grand, à la fois penseur, mais aussi romancier des Roms en Serbie. Je te donnerai les références et un livre, si j'arrive à retrouver dans mes caisses. Je l'avais rencontré, et qui a été professeur à l'Université Berlin. Un peu Craig. Et qui a été un homme fantastique qui est venu aux manifestations qu'on a organisées contre la guerre et qui a été très engagé contre la guerre. Y a-t-il d'autres questions? De Kusturica, donc tu as parlé de la communauté rome, le célèbre film Le Ton des Gitans. Il a été filmé dans la plus grande municipalité rome de toute l'ex-Yougoslavie, qui se trouve à Skopje, en Macédoine du Nord. Oui. Oui. Et je te reparlais ce matin aussi de Kusturica quand on a parlé, vous vous souvenez peut-être du film Le Papa et ton voyage d'affaires, qui raconte ce que disait Boris, la période du Cominform, la rupture entre Tito et Staline en 1948, quand il y avait la chasse aux pro-stalinistes de l'ex-Yougoslavie. Et le petit jeune qui était le personnage principal, un peu le central, qui raconte l'histoire du film, s'appelle Moreno De Bartoli, et lui est d'origine juive. Et il a eu un parcours, vous pourrez trouver un parcours incroyable de vie. Je crois qu'aujourd'hui, il vit à Rijeka, en Croatie. Il est devenu un grand pâtissier.
Enfin, il n'est pas devenu acteur, mais voilà, un grand pâtissier. Il y a dans la tradition des films de l'ex-Yougoslavie une place des enfants qui est très importante et qu'on voit dans les films d'Emir Kusturica. Dans 2 de ces films, qui pour moi sont les plus beaux, hein, c'est Papa est en voyage d'affaires, effectivement, mais aussi le film Souviens-toi de Libelle, qui est moins connu en Belgique et en France, et pourtant qui est probablement le plus beau film d'Emir Kusturica et qui raconte l'histoire d'un centre culturel de jeunes. C'est pas le centre culturel juif, mais c'est le centre culturel de la jeunesse à Sarajevo et ses difficultés par rapport à la culture moderne. Super beau film. Comment les jeunes vivaient du temps du socialisme. C'est aussi un critique de la société communiste, hein, Emir Kusturica, avant qu'il vire dans des postures plus nationalistes. Avant, il a été dans une posture plus d'analyse et de critique du modèle socialiste. Est-ce que vous avez des questions encore? J'ai trouvé le chat, mais je n'ai pas trouvé… Mais pour le moment, il n'y a pas de… il y avait une question sur le processus de restitution, oui. Ah oui. De la part de… Je voudrais bien poser une question. Ah oui, allez-y. Voilà. Vous parlez beaucoup de Sarajevo, vous parlez très peu de Belgrade, Novi Sad, Kragujevac, toutes ces zones où était la communauté juive serbe, pas bosniaque ni herzégovine. Et je voulais savoir si vous avez une notion du nombre de juifs qui existent encore dans la communauté juive de Belgrade. Il me semble qu'elle est très restreinte, vu que pour ce qui restait après le Judenfrei de 1941, donc bien avant même la question finale, où toute ma famille a disparu, à Saimiste, où le reste qui était à Belgrade sont partis en 1990 en Israël. Vous ne dites pas que Tito a ouvert les frontières pendant quelques mois juste pour que tous les Juifs quittent la Yougoslavie au moment de son installation. Donc, je voulais savoir ce que, dans votre connaissance, il restait de la communauté juive, vu que je me rends souvent à Belgrade. Donc, je me présente. D'abord, je suis architecte. Je salue votre grand-père qui a collaboré à la légation française dans les années 30 avec l'architecte français expert. Et donc, je suis d'origine belgradoise serbe, ensuite bruxelloise de naissance et diplômée à Bruxelles, et ensuite parisienne maintenant. Voilà, et je suis architecte également. Voilà, donc je viens d'écrire l'histoire de ma famille et je ne rencontre pas beaucoup d'interconnexion avec ce que vous avez raconté sur Sarajevo, mais c'est un peu normal puisque moi j'étais centrée sur la Serbie. Voilà. Ma famille est de Belgrade, donc Josif et Julia Neiman, qui était écrivaine et qui est… Je pense que votre grand-mère qui vendait des tissus devait vendre des tissus à ma grand-mère qui avait le salon de haute couture à Belgrade avant la guerre. Voilà, très probablement. Alors, sur la communauté juive à Belgrade, il reste très peu de gens. Je pense que s'il y a 1000 personnes, c'est un maximum. Même pas. Il n'y a pas 1000 personnes qui restent. Même pas. Sur la communauté à Novi Sad, je connais moins. J'ai montré la photo parce que j'ai découvert plus récemment. Anna, qui est… à Novi Sad, il y avait un camp d'extermination comme à Saint-Michel. Ouais. C'était des camps de la mort. Et dans les années 41, en 1941, après le putsch militaire contre le gouvernement de coalition. Ce que je peux vous dire sur la communauté, c'est qu'elle a donc il y a aussi un lieu qui est Jevreska Zajednica, qui est à Belgrade, hein, dans la vieille ville, mais où il y a un musée que j'ai visité, mais c'est un peu triste, c'est pas très, je trouve, hein, je ne sais pas votre point de vue, mais je trouve que c'est pas très entretenu ou pas très non, moderne. Mais je suis un peu d'accord avec vous que Saint-Michel devrait maintenant il devrait y avoir une action pour que ce lieu ne devienne quand même pas un supermarché. C'est comme les bonnes sœurs qui voulaient s'installer à Auschwitz, là ça va. Il faut s'arrêter un jour quand même. Hein. Moi, j'en ai parlé de Saint-Michel parce que mes arrière-grands-parents sont morts là-bas. Donc, quand ma grand-mère est partie avec mon père… Toute la famille qui est restée à Belgrade, ceux qui ont réussi à s'échapper sont partis sur la côte et ont été pris par les Italiens. Mais c'est un minimum. Hein. Ouais. Toute la famille, 15 personnes en 1941, sont tous partis à Saint-Michel. Enfants, femmes, tout. Ouais. Ce qui est terrible en Serbie, c'est qu'il y a on voit un peu en France ou dans d'autres endroits, il y a une réhabilitation du gouvernement de Nedić, hein, qui a collaboré à la déportation très fortement. Et donc aujourd'hui,
il y a comme une inconscience par rapport à ça, ou une volonté de ne pas faire face à cette histoire-là. Je l'ai dit rapidement, mais c'est vrai, j'aurais pu plus insister sur Belgrade. J'ai voulu parler de la guerre en ex-Yougoslavie, c'était le thème qu'on s'était fixé avec Luc, et cette guerre a été la plus dure à Sarajevo. C'est pour ça que j'ai voulu parler de la situation à Sarajevo et en Bosnie, parce que la guerre a été le plus dur là-bas. Du coup, j'ai un peu moins parlé de la situation à Belgrade, puisqu'à Belgrade, vous avez eu Non, mais parce que c'était l'ex-Yougoslavie, donc je pense que oui, mais l'ex-Yougoslavie, s'il y a plus que Sarajevo. Oui, bien sûr, mais parce que pour moi, ça a été exemplaire ce qu'avait fait, et c'est un exemple positif de Benevolencia. Après, c'est très divers l'engagement à Belgrade. J'ai envie de vous en parler puisque vous me posez la question. Moi, ce que j'en sais, parce que j'ai parlé de Sonja Biserko quand même à un moment, qui est très engagée à Belgrade. J'ai parlé de Philippe David, qui était aussi très engagé politiquement, et de Danilo Kish. Mais pour être honnête, le rabbin et puis les institutions officielles étaient très proches du régime de Milosevic dans la partie de la guerre des années 90. Donc ça a été très compliqué à la fois d'avoir des intellectuels qui étaient contre le régime, un régime criminel qui a fait des dizaines de milliers de morts, et à la fois une communauté officielle qui ne voulait pas s'engager, ou plutôt qui était très légitimiste. Alors je peux comprendre sa peur et le fait de ne pas vouloir s'engager officiellement contre les régimes. Cependant, ça a donné lieu à des conflits très importants en Serbie, qu'il serait long d'expliquer là dans une conférence, mais c'est compliqué en Serbie. Oui, mais qui se résumerait à ce que j'ai dit. À partir du moment où le régime, encore aujourd'hui, ne veut pas faire face à ce qui s'est passé ni pendant la Seconde Guerre mondiale, ni pendant cette guerre des années 90, je dirais que le traumatisme de la guerre, en tout cas de cette guerre-là, il continue très fortement en Serbie, et c'est toujours très difficile d'aborder ces questions et d'en parler ouvertement. Il y a eu une violence absolument extraordinaire pendant la guerre. Moi, je vais vous dire, à cause de mon engagement, puisque j'ai occupé le centre culturel serbe à Paris, contre les bombardements de Sarajevo et à ce moment-là, Goražde aussi. Belgrade aussi. Oui, qui était bombardé en Bosnie. Dans les journaux serbes, j'étais présenté comme un extrémiste musulman parce que je défendais le fait qu'il fallait que la Serbie arrête d'intervenir en Bosnie. Ma tante m'a appelé et m'a dit « Mais on n'a aucune origine bosniaque, pourquoi tu fais des choses ?» Mais non, exactement. Donc, ma tante… je veux dire, il faut… En Serbie… Non, mais le côté, en Serbie, le nationalisme a affecté profondément la psychologie des gens. Je n'ai jamais vu à un tel point les gens être transformés intérieurement. Et ça a touché profondément la communauté juive aussi, dans le sens où c'est love it or leave it. C'est ça, si je résume. C'est-à-dire que c'est soit vous êtes avec nous, soit vous vous tirez en Serbie. Donc, j'ai toujours beaucoup de difficultés. Pas exagéré, parce que c'est des visions un peu exagérées. Peut-être à un certain niveau politique, c'était vrai, mais toute la population est extrêmement accueillante. Il se passerait… c'est vraiment… Dans le premier rapport, tout le monde est très accueillant, mais dès que vous parlez des trucs officiellement, de ce qui se passait, c'est pas facile. C'est-à-dire que moi, à l'université, j'enseigne, je vais chaque année à l'université de Belgrade. Je fais des conférences sur, par exemple, l'intégration de la Serbie en Europe, et je me fais attaquer sur un thème économique, intégration économique. Oui, sur un thème économique, ils ne veulent pas payer de TVA. Bon, ça c'est mais sur le thème, on n'a pas envie d'être dans des thèmes… Non, ils ne veulent pas. C'est vrai qu'ils ne veulent pas pour l'instant. Enfin, les jeunes générations vont sans doute changer. Mais quand je parle de Saimish, je vais vous dire juste parce que c'est important. J'en ai parlé avec une de mes collègues à l'université de Belgrade. Je lui dis, mais rien, il n'y a pas de commémoration et plaque. Elle me répond, mais tu crois qu'on est tous fascistes, qu'on est tous des nazis? Je lui dis, mais non, mais je ne dis pas ça. Je dis que l'État serbe ne veut pas faire de ce lieu un lieu en ne le laissant pas dans cet état de délabrement. Ils ne veulent rien faire pour qu'il y ait une mémoire qui puisse se faire sur… Bon, ils ont… Est-ce qu'il y a encore une autre question? Pardon. Oui, pardon, on a discuté oui, tu fais bien, Luc, parce que mais je suis très content, Nada, qu'on se revoie pour en reparler, et je vous donnerai mes coordonnées. Je pense qu'on a beaucoup de choses familialement en contact, je suis sûr. C'est possible. J'ai noté votre mail. Voilà. Ça sera avec plaisir. Donc voilà, peut-être il y a l'une ou l'autre question. On avait parlé du processus de restitution.
Oui, je n'ai pas répondu sur cette question. Oui. Alors, effectivement, jusqu'en 2014-2013, il y a eu un processus légal où on pouvait déposer des demandes de restitution. Je pense que ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il y a un très grand nombre de gens qui n'ont pas déposé à temps. C'est le cas de ma famille. Et donc, il y a beaucoup de biens qui n'ont pas été restitués, à ma connaissance. Nada, corrigez-moi hein, si vous avez des éléments, du moins pour la Serbie. Parce que moi, j'ai suivi là-dessus que pour la Serbie, puisque du côté de ma grand-mère Julia, ils avaient des parts dans la Srpska staklara, qui est la production de verre en Serbie. Et donc, je crois que ça ne s'est pas totalement bien fait, en tout cas que ça a donné lieu à des difficultés. Mais de toute façon, en Serbie, tout ce qui est question de propriété passe par un système de justice qui fonctionne très très mal, et donc ça prend des dizaines d'années. Et je pense que les gens attendent encore des éléments de restitution et que le processus est loin d'être terminé, puisque le système judiciaire ne fonctionne pas de manière indépendante et que les gens sont très souvent nommés sur des questions politiques dans les cours. Et donc, c'est très long, par manque de compétences, essentiellement, je pense. D'accord. Une dernière question? Ben voilà, je ne crois pas. En tout cas, Boris, un grand merci pour cet exposé particulièrement intéressant. Ben voilà, nous espérons pouvoir t'inviter à une autre occasion pour un autre sujet annexe. En tout cas, un grand merci aussi par rapport au fait que tu n'es pas très en forme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça va être quand tu seras en forme? Voilà. Oui, parce que j'ai un post-Covid et donc j'ai des douleurs un peu articulaires, etc. Mais bon, là, ça commence à aller un tout petit peu mieux. Mais je dois avouer que j'ai été en meilleure forme. Je suis désolé. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps aussi, non, parce que j'avais été donné une demi-heure et en fait, j'ai dépassé totalement. Je me suis rendu compte après. Mais c'est uniquement une question de rythme. Par contre, comment dirais-je, comment peux-tu nous transmettre le PowerPoint? Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je pense dans le chat, je peux vous envoyer, il faut que je me remette dans le chat, on a comment converser, voilà. Je peux télécharger, je pense que je peux télécharger un document, ou est-ce que je ne peux pas? Je pense que c'est difficile de copier-coller par le chat. Hein. Par le chat ici? Ah oui, c'est dans Teams que je fais ça, mais pas dans… Il faudrait envoyer… Est-ce que je peux l'envoyer? Est-ce que je peux t'envoyer à toi, Luc, par mail et après voilà, tu l'envoies? Je propose comme ceci, envoie-le-moi par mail et je mettrai le PowerPoint directement sur notre site dans l'onglet News comme référence donc à la conférence de ce soir. Et voilà, chaque personne qui voudra voir le PowerPoint ou reprendre les liens sur les YouTube pourra aller donc sur notre site maisondelaculturejuive.be. Donc, comme ça se prononce simplement tout en attaché, maisondelaculturejuive.be et donc l'onglet News. Et voilà, ce sera à votre disposition. Tout à fait. Moi, j'avais deux petites corrections. Je me suis rendu et je t'en l'envoie demain matin. C'est pas trop tard demain matin, ça va? Non, c'est parfait. C'est parfait. Je fais ça demain matin à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Je voulais vous remercier tous d'avoir assisté. Je pense que je n'ai pas été trop compliqué. J'ai essayé de faire à la fois quelque chose d'accessible pour tout le monde. Je sais que certains, comme Nada, auraient voulu que je développe plus certains aspects. C'est un peu compliqué en très peu de temps de parler de l'ensemble des éléments. C'était pas évident pour moi de me poser cette question personnellement aussi. J'avais envie que vous n'aviez pas l'impression que je parle de façon abstraite, mais à travers mon histoire personnelle, je ne le fais pas souvent. Et pourtant, je pense que c'est important de partir de son histoire familiale et personnelle. Et donc voilà, je voulais vous remercier vivement pour l'attention et j'espère que ça aurait été intéressant. Oui, c'était effectivement très intéressant. Je vois qu'il y a un message. Oui, et donc, oui, alors je voulais vous signaler aussi que, donc, comme la conférence est enregistrée, vous aurez la possibilité, si vous voulez, de retrouver donc la conférence sur notre chaîne YouTube. Et donc, notre chaîne YouTube, c'est aussi, vous allez sur YouTube, vous écrivez Maison de la culture juive,
voir les vidéos. Et toutes les vidéos sont les unes en dessous des autres. Vous choisissez celle que vous voulez voir. Voilà, je vous partage ici les coordonnées de la Maison de la Culture Juive si vous voulez faire une petite tzedaka. Et je vous remercie tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis à bientôt sur nos ondes, si on peut dire, ou surtout, nous espérons le plus vite possible en présentiel, que ce soit au CCLJ, que ce soit à la Ferme Rose, au service social ou dans un des nombreux lieux que nous investissons pour toutes nos activités. Voilà, Boris, encore un grand merci. Sanine, enchanté. Encore un grand merci pour le témoignage. Merci Luc et un grand merci aussi à Philippe pour l'organisation de cette conférence. C'était un moment, en tout cas, qui moi m'a plu. Merci beaucoup. On a encore quelqu'un qui veut témoigner. Nedjat. Ah, qui ça? Nedjat veut témoigner. Ah, ben voilà, oui, Nedjat, s'il vous plaît. Oui, merci Daniel. En fait, j'ai joué avec Daniel dans le groupe Altland pendant combien? 4-5 ans. On a joué des musiques klezmer. Je pense qu'on a même joué une fois. On a fait un séminaire dans le centre. Aussi, on a répété dans la maison, non, dans la synagogue d'Anderlecht. On a fait d'autres concerts. Et en fait, moi aussi, je suis aussi bosniaque d'origine. J'habite en Belgique depuis 1992. Je suis venu ici comme réfugié. Et j'ai eu en fait des contacts ici en Belgique vraiment très, très intéressants. C'est-à-dire que un de mes meilleurs amis à l'université et aussi juif d'Anvers, mélange de séfarade et d'ashkénaze. Puis j'ai joué dans le groupe avec Daniel et Gilles pendant quelques années. Et aussi peut-être de dire que, par exemple, à Sarajevo, comme à Mostar, c'est intéressant qu'à Sarajevo, la communauté juive a construit une synagogue qui était, avec le dôme, je pense, le deuxième plus grand d'Europe en 1934 et qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'après la guerre, la communauté a aussi donné le local, la synagogue, à l'État. Et maintenant, c'est un centre culturel, c'est le plus grand centre culturel de Sarajevo et qui a été renommé Centre culturel bosnien. Maintenant, il y avait une initiative d'une partie séculaire de Sarajevo, une initiative qui voudrait retourner le centre, la synagogue, à la communauté juive. Je ne sais pas, est-ce que ça va jamais aboutir? Ce que je souhaiterais vraiment, parce que je pense que ça c'est juste. Je pense que si la communauté juive avait retourné la synagogue à Mostar et à Sarajevo, c'est parce qu'elle était un peu forcée à cause des choses qui étaient arrivées pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il n'y avait, à cause du régime et tout, et à cause de toute la situation, il n'y avait pas à ce moment-là la possibilité de faire autre chose que ça. Et je pense que maintenant, ça aurait été vraiment un message fort à donner au monde et à la communauté juive en ex-Yougoslavie. Et peut-être par cela aussi un message fort aux autorités de Serbie et d'autres pays où ces restitutions sont lentes. Voilà. Et peut-être encore une anecdote, c'est qu'en 2003, je pars en Israël faire un séminaire co-organisé avec une
une association palestinienne de Haïfa et aussi association juive. Et donc, j'atterris à Tel Aviv et je suis un peu, disons, ému parce que je suis tout seul, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver là-bas à cause de la situation. Je pense que c'était aussi la semaine, la période où il y avait des attentats et tout. Et donc, je rentre dans le bus qui va m'amener de l'avion à l'aéroport. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Je suis tout seul. Dans un pays étranger. Et puis, j'entends deux femmes parler ma langue maternelle à côté de moi dans le bus, d'une soixantaine d'années comme ça. Et puis, je dis, à l'occasion, je vais leur parler parce que je devais vraiment me décharger des émotions et tout. Je dis, mais d'où venez-vous? Ils commencent à parler, ils disent qu'ils sont de Sarajevo et qu'ils étaient arrivés en Israël dans les années 55, enfin dans les années 50. Et donc, ils me demandent d'où je suis. Je dis, je suis de Foča. Et puis, une femme dit, mais oui, je connais un docteur de Foča. Mais je suis parti là dans les années 50, donc je ne sais pas si elle est toujours là. Enfin, voilà. C'était vraiment quelque chose, une anecdote comme ça donc moi qui est réfugié en Belgique, qui part en Israël et qui retrouve d'autres réfugiés, enfin d'autres migrants comme ça des années avant, quoi. Et on fait une connexion. Voilà. Merci Nedjad, merci beaucoup. Voilà. Peut-être Boris, tu donnes le mot de la fin? Non, je t'ai envoyé la présentation par Philippe. J'ai envoyé chez Philippe, je ne retrouvais plus ton mail, donc il va être forwardé. Je l'ai envoyé à Philippe par mail. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est effectivement pas si facile de donner un sens quand on est face à un conflit de ce type. C'est-à-dire que, on parlait aussi ce matin avec Sanine, pour moi, ce n'est pas été une guerre civile, mais une guerre contre les civils, dans le sens où des personnes civiles ont été visées, mais que l'organisation militaire et la structure fait ce n'est pas une guerre spontanée, mais vraiment organisée. Et j'avais l'optimisme, et je le garde, que cette guerre aurait pu être évitée et que les contacts ensuite se sont rétablis petit à petit entre les personnes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contacts entre différentes républiques, différentes personnes du pays, et les gens recommencent à circuler un peu partout. Néanmoins, c'est difficile d'avoir une reconstruction après une guerre comme ça sans un processus de justice. C'est très important qu'il y ait un processus de justice, pas tellement à cause des peines, ça, bon, je ne suis pas favorable à des peines, mais juste pour établir les faits et pour enquêter et pour comprendre ce qui a pu se passer. Ça, c'est très important. Évidemment, dans des crimes très graves, il faut des peines, mais surtout pour bien comprendre ce qui a pu se passer. Et ça manque encore sur une partie du territoire ex-yougoslave. La question de la justice est essentielle dans une situation de réconciliation et d'évolution, disons, pour dépasser le traumatisme et ce qui a pu se passer. Il n'y a pas eu de justice dans l'immédiate après-guerre en Yougoslavie, Seconde Guerre mondiale, je veux dire. Ou alors ça a été une justice expéditive par Tito, etc. Donc, du coup, la Yougoslavie, quand elle s'est créée, elle a eu énormément de difficultés, en fait, par rapport aux crimes qui avaient déjà été commis du temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas refaire des erreurs comme ça, et c'est pour ça que le tribunal de La Haye avait été créé. Cependant, je voudrais aussi que vous regardiez les vidéos que j'ai mises à la fin dans ma présentation. Elles sont très émouvantes, et notamment pour Neda. Je ne sais pas si elle est encore là, Neda, mais il y a une très belle vidéo sur la Serbie, justement sur une famille qui a réussi en partie à se sauver de l'Holocauste et qui raconte comment ils ont fait en Serbie pour échapper à l'Holocauste. Et c'est une très belle... j'ai fait 3 promesses, ou j'ai fait 2 promesses, c'est le titre de la vidéo, vous la retrouverez dans le lien. Elle est très très belle sur l'histoire des familles juives de Belgrade. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Et j'espère que c'était intéressant.
Moi, j'ai été entouré dans mon enfance de noms comme De Leon, Davicho, des familles séfarades, et ça m'a marqué aussi enfin, d'une façon très proche d'avoir la chance de voir d'anciennes familles séfarades ladino qui habitaient. Je ne sais pas, j'ai une tendresse depuis mon enfance par rapport à ces communautés. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé aussi un peu plus de Sarajevo. Voilà. Merci beaucoup, Boris. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Et voilà, à bientôt pour notre prochain rendez-vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup à toi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. On se téléphone. Oui.